Trouvé. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce sujet. Un sujet difficile et devant tant d'experts éminents, je demandais pourquoi on avait demandé à un libéral de faire ce sujet. En fait, j'ai compris, c'est que si je vous parlais que de l'évidence base médecine, ça irait vite et ça tiendrait bien dans les 7 minutes, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Et pas grand-chose parce que, en gros, ces formes sont réputées bénignes et elles sont surtout loin des CHU et loin des études. Pourtant, c'est des formes fréquentes, puisque chez l'adulte, c'est à peu près un tiers des formes de rectocolite au départ, chez l'enfant 25%. Mais là, il y a un papier à l'ECHO, un papier coréen, où pourtant le centre de santé est assez centralisé, qui montre que ces formes sont les moins suivies par les centres spécialisés. C'est 20% seulement des rectiques qui bénéficient d'une prise en charge dans un centre expert. Et puis enfin, nos amis industriels, forts de cette réputation de bénignité, mais aussi de la récidive et de la sensibilité thérapeutique un peu aléatoire, en ont globalement fait une contre-indication habituelle des protocoles sur les nouvelles molécules, tant et si bien qu'on a des données un peu éparses qui sont difficiles à vous transmettre. Alors, est-ce bénin? Je pense qu'on peut discuter de ça lorsqu'on regarde le risque de rechute. Environ un patient sur deux va être impacté de nouveau par sa maladie dans l'année qui suit le diagnostic. Et puis, je crois qu'on peut surtout en discuter sur le risque d'extension. Je vous ai mis la série pédiatrique parce que c'est des résultats extraordinaires. Vous voyez quand même que chez les enfants vont changer de phénotype 10% à 1 an, 45% à 5 ans et plus de 50% à 10 ans. Mais je crois que ce qui clôt le débat complètement sur la bénignité, et ça c'est le scoop de cette année, c'est deux registres, de nouveau le registre EpiMAD, mais aussi le registre européen EpiCom, qui montre que sur l'événement le plus grave d'une rectocolite, qui est la colectomie, ces formes, au départ localisées, ont des taux extrêmement élevés, puisque vous voyez chez l'adulte EpiCom, 4% de colectomie à 5 ans versus 6% dans le reste de la population. Et dans le registre EpiMAD, certes un peu moins, mais quand même 10% à 5 ans, 13% à 15 ans, et ça n'a pas été jugé comme significativement différent. C'est-à-dire que ces formes sont loin d'être bénignes. Alors sur le plan du pronostic fonctionnel, la récidive, effectivement, en gros, ça récidive comme les autres formes de rectocolite, sauf que ça récidive majoritairement, dans plus de 40% des cas, sur une forme continue, avec des symptômes continus et bien entendu un pronostic fonctionnel encore plus délétère. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un joli papier cette année sur le suivi à long terme de ces rectites avec enfin une population importante, 170 malades, suivis en moyenne 4 ans. Et vous voyez que ce risque d'extension, de modification de phénotype, il est régulier, il dure dans le temps, avec 30% de malades qui ont changé de phénotype à 4 ans, et vous voyez 2 tiers sous forme de colite gauche, mais 1 tiers sous forme de broncolite. Si vous suivez la courbe de Kaplan-Meier, vous arrivez à plus de 50%, ce qui est globalement cohérent avec les données qu'on a eues tout à l'heure sur EpiMAD. Alors finalement, le but, c'est de sélectionner ces malades. Quels sont ces malades graves dans les rectites? Ici, 3 facteurs de risque ont été identifiés. La sévérité des lésions endoscopiques au départ, ça c'est assez logique. Et puis 2 facteurs confondants qui mériteraient peut-être discussion. Le premier, c'est l'obésité, qui modifiera peut-être notre population. Et le deuxième, malheureusement, c'est l'appendicectomie, sur lequel on avait fondé beaucoup d'espoir. Et là, dans cette étude, au lieu d'être un facteur protecteur, c'est un facteur aggravant. Alors, l'appendicectomie, une méta-analyse dans une revue un peu improbable, mais elle a le mérite d'exister. En gros, elle montrerait que l'appendicectomie, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, pourrait prévenir la survenue d'une rectocolite lorsqu'elle a lieu avant, mais que par contre, lorsqu'elle survient au cours de la rectocolite, elle ne semble pas modifier l'évolution de la maladie. Alors les traitements, vous voyez, ça se traite comme au siècle dernier. Pourquoi? Parce que ça, c'est magnifique. Un traitement dans une Mickey à 90% d'efficacité clinique et 70% de cicatrisation endoscopique à 4 semaines, c'est formidable. C'est le 5-ASA local. Vous voyez quand même une petite remarque, c'est quand le même médicament est donné en comprimé, ça marche moitié moins bien à peu près. Alors ça se traite fantastiquement, sauf que en fait ça se traite très très mal, parce que quand on a la littérature sur la compliance du traitement, 70% des patients vont arrêter le traitement local au bout des 4 semaines, et que quand on regarde à 1 an, la compliance du traitement donné est environ 60%, avec des facteurs de risque d'échappement qu'on connaît bien. C'est plus vrai quand la maladie est récente, le sujet jeune, et quand le sujet est actif, autrement dit, c'est une grande partie de notre population. Et ce qui est intéressant dans le tableau qui est ici, c'est qu'on voit qu'en fait, le traitement local est un peu en palier, et qui se fait avec le temps un switch vers les comprimés, qui, je vous le rappelle, sont moitié moins efficaces. Alors, a-t-on des nouveautés dans le traitement local?
Oui. Une grosse littérature sur le budésonide, un peu commerciale. En gros, pour vous résumer, le budésonide, ça fait la même chose que les corticoïdes en lavement, ça ne fait pas mieux, et ça fait moins bien que les 5-ASA, et c'est surtout utile dans les formes où les 5-ASA ne fonctionnent pas. Mais il y a quand même un scoop, et ce scoop, il est australien, et il est important. Le scoop, c'est une équipe australienne qui défend le tacrolimus depuis des années, et qui a fait un très joli papier sur les rectites préfractaires avec des lavements de tacrolimus. Et ce papier, c'est une belle étude randomisée, a été arrêté en milieu d'étude parce que le différentiel d'efficacité était tellement important entre le groupe traité et le groupe placebo qu'ils ont jugé non éthique de le continuer. Ce qui est très important dans cette étude, c'est que c'est quand même une impasse, là c'est des rectites réfractaires, c'est que la peur du tacrolimus et ses effets systémiques, et qu'ils ont cherché les taux sériques de tacrolimus lorsqu'on faisait des lavements, ces taux sériques sont restés constamment en dessous des taux toxiques. C'est donc sûrement un outil extrêmement intéressant chez ces patients qui sont en impasse de traitement. Alors, les biothérapies, rapidement, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Heureusement qu'il y a ces deux beaux papiers. Guillaume Bouguen, en 2010, je crois. Il n'y a pas beaucoup de malades, mais ça existe, c'est fait. L'infliximab dans les rectites réfractaires, ça fonctionne. Et puis, le magnifique travail du GTED sur le vedolizumab qui montre que là aussi, dans cette indication, ça fonctionne. Je n'ai pas beaucoup plus de données à vous donner, tant et si bien que la seule méta-analyse qui a été faite a fini par conclure qu'il ne pouvait pas conclure. Mais j'ai quand même réussi à sortir ce tableau, histoire de lancer un débat, qui est en gros, quand on regarde tous les traitements disponibles dans la rectite, vous avez quand même deux groupes de traitements qui se dégagent pour son efficacité. Ça, c'est le nombre de malades à traiter pour être efficace. Et vous voyez que les deux groupes qui se dégagent sont clairement le 5-ASA local et les biothérapies. Alors, un petit bémol sur l'Immurel. Ces chiffres sont sur les vieilles données. En fait, quand on lit un peu mieux les papiers, encore une fois, de l'équipe de Rennes, sur l'intérêt de l'Immurel et les papiers de la revue de la Cochrane et de l'ECHO 2016, c'est pas un patient sur 3 qu'il faut traiter pour être efficace, mais plutôt un patient sur 5. Donc c'est vrai que la position de l'Immurel dans le maintien en rémission est toujours discutée, comme on l'a dit tout à l'heure. Je voudrais terminer avec la question du coût aussi, qui est une question pas anodine et dont on pourrait rediscuter. Je voudrais terminer avec ce papier un peu plus vieux, mais pour essayer de résumer le débat. En gros, ce papier confirme que 60% des malades sont maltraités, parce qu'ils n'ont pas le traitement qu'il faut, pas le traitement le plus efficace, mais c'est le côté droit qui m'intéresse le plus, c'est que quand on évalue ces patients sur la qualité de vie par des vrais indices, le SF36, la forme de rectite est aussi impactée dans la qualité de vie, que ce soit au début de la maladie ou à toutes les étapes du suivi. C'est-à-dire que la réputation de bénignité de cette maladie n'est pas vraie, que ce soit sur le plan médical, mais aussi sur le plan fonctionnel. Et je terminerai en disant que finalement, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Que c'est une maladie qui reste sous-estimée, sous-évaluée, sous-traitée, sous-surveillée. Mais peut-être ce qui est un peu nouveau, c'est que le pronostic s'affine grâce au travail des cohortes, et que le pronostic n'est pas du tout bénin, et que c'est des malades qui doivent être surveillés, et qu'il y a une efficacité probable des biothérapies, je ne peux pas vous en dire plus parce que les données sont faibles, mais que ça nécessite de développer les outils de personnalisation, c'est-à-dire repérer les malades qui vont s'aggraver, ça veut dire les surveiller, et ça veut dire surtout augmenter la compliance de ces malades qui ont tendance à fuir parce que c'est une maladie difficile. Et je pense que là, la télémédecine est fondamentale, et que les outils de développement, et ça a été bien montré par l'étude récente, les outils de télémédecine, notamment comme ceux développés par Guillaume Bolo à Toulouse, seront fondamentaux pour augmenter la compliance, l'optimisation du traitement et son efficacité. Je vous remercie. Merci Philippe pour ces informations très pragmatiques. Finalement, il y a des choses nouvelles quand même. Tu fais passer des messages là. Un, on ne s'en occupe pas assez. Deux, je pense qu'effectivement, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement pour un rôle considérable pour l'observance des traitements locaux, parce que quand on fait bien le traitement local, ça marche dans un bon nombre de cas. Et je pense qu'on l'abandonne trop vite pour le moment. Le fait quand même qu'on collectomise un certain nombre de ces patients, enfin, tu fais passer quelques messages, Philippe, c'est pas un Non, c'était un peu provoquant, j'avais fait exprès. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a mal présenté aux malades, et je trouve que ça se place très bien dans ce contexte, cette présentation, parce que pourquoi ils échappent au bout de 4 semaines? Parce qu'on fait le traitement, votre maladie, c'est pas grave, rentrez chez vous. Ce qui a été très bien montré dans l'étude de télémédecine, c'est que pourquoi on ne ferait pas un peu d'automédication avec une petite validation médicale, avec un simple SMS, mais recommencer tout de suite les suppositoires? Ce qu'on ne sait pas, et c'est marrant parce que le parallèle a été fait tout à l'heure sur le reflux, ce qu'on ne sait pas,
c'est ce que ça donnerait si on rendait un peu la main aux patients sur ces formes basses, très impactantes, mais très sensibles à un traitement local, de façon à optimiser l'adhésion et donc l'efficacité. Et je pense que c'est là où il y a un champ d'action qui est fondamental. Une mission pour AFEMI, merci. Voilà. Merci Philippe. Merci à tous les orateurs. Vous êtes invités maintenant à un cocktail déjeunatoire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais enfin, ça doit être un buffet pour le moment. En tout cas, bon appétit. Et puis retour, en principe 13h40. J'imagine que ça va plutôt être 13h50, quelque chose comme ça, pour les ateliers. Merci.